Bien, donc, on en était à cet ensemble qui est l'ensemble des matrices échelonnées réduites en colonnes. D'accord? Donc, ce sont des matrices de rang petit m inférieur à n et de type n lignes m colonnes. On veut montrer que c'est en bijection avec la grassmannienne. Voilà. Et on a montré la surjectivité, c'est-à-dire on a montré que si on part d'un sous-espace F de dimension M, alors il existe au moins, grâce au pivot de Gauss, une matrice qui est échelonnée, réduite en colonnes. On a commencé par l'échelonner en colonnes et ensuite on l'a réduite dans un deuxième temps avec des manipulations de multiplication à droite par des transvections, etc., etc. Ce qui revient, des dilatations, des permutations, ce qui revient finalement à un pivot de Gauss en colonne, on va dire. Ce qu'on fait rarement, mais bon, on suppose que le pivot de Gauss en ligne, vous le connaissez, vous n'avez pas de mal à le transposer au sens propre et au figuré. Alors, là, on va attaquer l'injectivité. Et l'injectivité, attention, l'injectivité, je veux être clair sur comment je vais le démontrer. D'abord, on va partir d'un sous-espace F de dimension petit m dans Kn, et on va caractériser complètement, géométriquement, c'est-à-dire uniquement à partir de la donnée du sous-espace F, la matrice échelonnée réduite en colonnes, ce qui fera qu'elle sera unique et qu'on aura... alors on sait qu'elle existe, hein, mais ce qu'on veut c'est qu'elle soit unique, parce qu'elle va être caractérisée géométriquement à partir du sous-espace F. Donc je pars de F, un sous-espace de dimension M, et je vais caractériser la matrice. Alors, je vous l'ai déjà dit, ce truc-là, donc toutes ces preuves sont écrites. C'est à cause il y a une difficulté qui est inhérente et qui tient juste des notations, de la difficulté de la définition d'une matrice échelonnée réduite en colonnes, et donc de la pratique de la chose. Donc, je vais plutôt le faire à l'oral, comme ça, sur l'exemple, parce que l'exemple me paraît extrêmement parlant ici, et très très général, comme quand on fait de la géométrie, et que finalement, un dessin, c'est toujours un dessin faux. Là, c'est faux, mais ça permet de comprendre tout ce qui se passe, quitte à ce que vous regardiez dans ce chapitre 4 de NH2G2, comment ça se passe, pour l'écrire de façon plus formelle. Hein, voilà. Donc, on va se fixer les idées. On avait pris une matrice à 6 lignes, 3 colonnes et de type 2, d'accord, 3 et 5. Voilà, ça paraît intéressant. Et on va montrer qu'on peut, quand F est engendré par les colonnes de cette matrice, puisque cette application, c'est une application qui a une matrice associe le sous-espace engendré par les colonnes de la matrice, eh bien, on va montrer que maintenant, cette matrice, on peut la retrouver uniquement à partir des données de F. Ça veut dire quoi, la retrouver? Donc ça veut dire que F, on sait qu'il est engendré par ces 3 colonnes. On est dans un exemple, hein, désolé. J'espère que l'exemple vous parlera. De toute façon, il a été choisi suffisamment générique pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Et on veut, caractériser le type de M en fonction de F. Donc on va voir que c'est F qui va imposer le type, c'est-à-dire le type 2, 3, 5. On va voir comment. Et une fois qu'on aura caractérisé le type, si on caractérise le type, ça veut dire que maintenant, tous les 1, on sait où ils sont. Tous les 0, ils sont au-dessus des 1, ou alors ils sont à la gauche des 1. Donc tous les 1 et les 0, on sait où ils sont.
Il ne restera plus qu'à caractériser les scalaires qui sont ici, hein, d'accord? Et on va encore les caractériser uniquement en fonction de f. C'est ça que l'on va faire, c'est la stratégie de la preuve. Voilà. Bien, donc on est parti sur cette preuve de l'injectivité, et dans un premier temps, on va retrouver à partir de f le type de M. Alors attention, on a démontré la surjectivité déjà, ça veut dire qu'on sait qu'il existe une matrice ici, et on va le faire sur l'exemple, quitte à généraliser après, mais la preuve se fera sur l'exemple. On sait qu'il existe une matrice, et une matrice échelonnée réduite en colonnes, et on va retrouver, caractériser son type uniquement à partir de f, dans un premier temps. Et ensuite, on caractérisera dans un deuxième temps les étoiles. Mais là, ça va être pour le type. Donc, j'impose la base canonique de Kn, EI de 1 à 6. Je pose, donc ça s'appelle un drapeau, hein. Grand E6, c'est la droite engendrée par E6, E5, c'est la droite engendrée par petit E5, petit E6, etc., etc. En général, EK, ce sera le sous-espace de dimension n-k plus 1 engendré par les EI de K à n, d'accord? Voilà. Et je vais regarder, d'accord? Donc, ce qui fait que E1, bah, c'est l'espace tout entier, hein, puisque c'est le sous-espace engendré par les EI I de 1 à n. Et ben, je vais regarder le 6 supplet, dimension de f inter E1, dimension de f inter E2, dimension de f inter E3, jusqu'à dimension de f inter E6. Il va y avoir 6 nombres ici, 6 entiers naturels. Donc, cette dimension-là, ben, elle est simple, parce que f est de dimension 3, E1, c'est l'espace tout entier, donc f inter E1, c'est f tout court, donc c'est 3. Maintenant, on va regarder la dimension de f inter E2. Alors, c'est encore simple, parce que ici, je vais faire cela, ici, quand on va regarder, donc regardez E2, qu'est-ce que c'est? C'est le sous-espace engendré par E2, E3, E4, E5, E6, et on voit que tous les éléments de f ont une composante nulle en petit e1. Donc ça veut dire que f est inclus, si vous voulez, d'accord? F est inclus dans E2. D'accord? Vous le voyez bien. Ce qui veut dire que f inter E2, c'est encore f, et ce qui veut dire que la dimension de f inter E2 est égale à 3. Maintenant, vous voulez f inter E3. Alors, f inter E3, et bien là, f, je vous rappelle que par construction, il est engendré par les 3 colonnes de cette matrice. Donc, si vous prenez un élément de f, il est combinaison linéaire. Lambda 1, c'est 1, plus lambda 2, c'est 2, plus lambda 3, c'est 3. Et comme il est aussi dans l'élément, il est dans, on a dit E3, et bien ça veut dire forcément, à cause du fait qu'on a un 1 uniquement là, et des zéros là, eh bien, ça veut dire que le scalaire lambda 1, le coefficient en la première colonne, est nul. D'accord? Mais en revanche, on voit que le sous-espace engendré par C2 et C3, il est complètement dans E3. D'accord? Donc ce sous-espace, ça va être exactement l'intersection, ça va être de dimension 2. D'accord? Voilà. Donc l'intersection f inter E3 est de dimension 2. Voilà. Maintenant, on va regarder l'intersection avec E4. Ben oui, mais là, pareil, ben on a perdu maintenant C2. Vous voyez bien qu'on a perdu C2, on avait déjà perdu C1. Donc ça veut dire que quand je vais faire une combinaison linéaire lambda 1 C1 plus lambda 2 C2 plus lambda 3 C3 et que j'impose que ce soit dans E3, et bien je vois que lambda 1 est forcément égal à 0, lambda 2 est forcément égal à 0. Par contre, lambda 3 peut être non nul, ce qui veut dire qu'on a obtenu une droite. C'est la droite engendrée, forcément, la droite engendrée. Après, vous pouvez le vérifier par le calcul, hein, je vous conseille de le faire, mais
c'est la droite engendrée par par C3. Pardon. Donc c'est une dimension 1. Et puis ensuite, ben, on va prendre l'intersection avec E5. Et là, pas de changement. D'accord? C'est encore, hein, donc quand on écrit la combinaison linéaire, qu'on impose que c'est engendré par E5, ben, que c'est engendré par E6 et E5, et ben, on voit que ici, on va avoir toujours la droite. Par contre, quand on va prendre l'intersection maintenant avec E6, ben, on voit bien que E6 n'est pas dans le sous-espace F, parce qu'il y a toujours au moins un coefficient supérieur, strictement, disons, qui est dans E5, hein, forcément, et qui n'est pas dans E6. Donc, moralité, là, c'est 0. Alors maintenant, comment on va caractériser le type? Ben, on se rend compte qu'il y a des sauts, d'accord, qu'on descend par saut, que ces sauts se font forcément, les différences de dimension, c'est soit 0, soit 1, donc ce que j'appelle les sauts, c'est quand c'est 1, et quand c'est ce qu'ils arrivent, on fait la différence entre celui-ci et celui-ci, ça fait 0, celui-ci et celui-ci, ça fait 1, là c'est 1, là c'est 0, là c'est 1, là c'est 0, voilà. Et quand c'est ce qu'on a eu des sauts, en 2, 3 et 5, c'est-à-dire exactement le type de la matrice. Donc observez bien ça, ça ne dépend que de F, et évidemment de la base canonique, mais on avait dit qu'elle était déterminée dès le départ. Donc dans le cas général, comment on peut dire le cas général? Eh bien on a on pose EK, grand EK, le sous-espace engendré donc par petite k jusqu'à petite n, et on regarde la dimension de grand EK indice F moins dimension de EK-1 inter F moins dimension de EK-1 inter F, voilà. Et alors K, il faut peut-être un petit truc pour la dernière différence. Il faut supposer que quand K est égal à... Voilà, hein, que là, le saut qu'on va avoir ici entre là et là, que quand K égale 7, ça fait 0. Hein. Donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 0 si K n'appartient pas à T, tac, 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 et on va avoir 1 si K appartient à T. Ce que j'appelle T, c'est le type, d'accord, que je regarde comme un ensemble, hein, puisque de toute façon, ils sont ordonnés, d'accord, donc voilà. Voilà, donc là, je vais dire qu'on a montré ce qu'on a appelé le petit 1 dans la stratégie. Ça veut dire que maintenant, j'ai tous ces nombres-là et j'ai plus qu'à avoir tous les emplacements des 0 et des 1, on va dire, et j'ai plus qu'à avoir les éléments en quartier libre. Donc il faut que je trouve les scalaires qui sont là et que je les trouve de façon purement géométrique, c'est-à-dire à partir de la donnée de l'espace vectoriel, le sous-espace vectoriel E, et évidemment la base canonique EI. Hein, c'est mes données géométriques de départ. Voilà.